Je suis Pierre Courtiade. Donc moi je suis à l'ADEME en Guyane comme ingénieur énergie renouvelable depuis un peu plus de 20 ans. Dans le cadre du fonds hydrogène que l'ADEME a obtenu et qui a été abondé par le plan de relance, nous avons pu ouvrir un certain nombre de postes d'ingénieurs en soutien sur le sujet hydrogène en région regroupée. Et donc on est 8 au niveau national donc moi je suis sur le poste hydrogène pour l'ensemble de l'outre-mer. Donc c'est un sujet qui est aussi pour partie nouveau pour moi, même si ça fait en Guyane en tant qu'ingénieur renouvelable 2 ans qu'on suit des projets hydrogène. Des projets de recherche ou des échanges avec un acteur important qui est le centre spatial. Ça me permet d'avoir une vision un peu globale sur ce qui se passe en Outre-mer. La Nouvelle-Calédonie a quand même des caractéristiques énergétiques particulières par rapport aux autres situations électriquement insulaires qui sont principalement liées à ces activités industrielles importantes, qui représentent une grosse part de consommation. Donc voilà, tout n'est pas à prendre de la même manière selon les territoires. Voilà, avant de démarrer la présentation, je constate très pointu. L'exposé que nous avons prévu va se situer un peu entre les deux. Donc voilà, ce sera la discussion après qui permettra d'approfondir les choses. Mais je sens que je risque d'apprendre aussi beaucoup de choses à l'occasion de cet échange et je vous en remercie d'avance. Donc je vais démarrer la présentation. Alors, hop. Alors, ça va prendre un petit temps pour que ça se mette en branle normalement. Déjà, il faudrait que le diaporama accepte de se lancer. Voilà. Alors, dites-moi si vous voyez le diaporama. Avec une seule diapo, normalement. La diapo de titre. C'est tout bon. Ok, parfait. Donc, ben voilà, on a déjà parlé du titre, donc il n'y a pas de problème, j'attaque. Donc, on va voir progressivement, on va vraiment démarrer très progressivement sur savoir ce que c'est que l'hydrogène, donc certains ont déjà intégré tout cela, sur la stratégie hydrogène nationale, le contexte que l'on peut constater dans les ZNI. Alors, on va voir que cette définition de ZNI, elle s'entend dans l'organisation électrique française comme étant ce qu'on appelle les zones non interconnectées sont des zones qui sont les DOM et la Corse et les îles du Ponant, qui correspondent à des zones qui restent sous le gouvernement français. Et là, nous, pour l'ADEME, ZNI, c'est toute l'outre-mer et la Corse en fait. Donc on a préféré garder ce vocable parce que de toute façon, nous sommes physiquement, que ce soit la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie, énergétiquement des zones non interconnectées avec des problématiques extrêmement communes. Et l'appel à projet de l'ADEME, dont on va parler tout à l'heure, ne fait pas le distinguo entre tout cela. On va faire un petit point sur l'hydrogène en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, et les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME sur la thématique hydrogène, avec quelques points de vigilance, et puis nous lancerons la discussion. Alors peut-être qu'on pourra s'arrêter entre le point 5 et le point 6 pour déjà faire un peu un premier échange avant de parler des dispositifs d'accompagnement. On va voir selon les questions, mais je vous propose déjà de dérouler au moins quelques diapos avant de voilà qu'on se pose quelques questions. Notez vos questions si vous en avez. Alors, l'hydrogène, il faut rappeler que à la base, c'est un produit chimique et aussi un vecteur énergétique. Alors, l'hydrogène, c'est un gaz qui est utilisé historiquement et principalement, c'est d'abord un gaz, un produit chimique qui est utilisé comme un réactif dans la chimie, la pétrochimie, la scierie, etc. Il est produit principalement à partir de gaz naturel que l'on fait réagir dans des procédés de vaporeformage où à haute température on craque les molécules de méthane avec de l'eau pour produire de l'hydrogène d'un côté mais aussi du CO2 de l'autre côté, et donc on a une production d'hydrogène qui est extrêmement carbonée. Mais on peut aussi utiliser l'hydrogène
pour l'utiliser en une pile à combustible. On peut aussi la produire à partir d'électricité. Donc, à partir d'électricité, on va passer par un électrolyseur qui va craquer directement les molécules d'eau en faisant passer du courant électrique dedans pour produire d'un côté de l'hydrogène sur une électrode et de l'autre côté de l'oxygène. On va stocker cet hydrogène. L'oxygène est bien souvent relâché dans l'air et cet hydrogène peut être utilisé ailleurs que l'endroit où on l'a stocké. Enfin, on peut la transporter puisque c'est un gaz qui se comprime, voire qui se liquéfie, et on peut l'utiliser dans une pile à combustible qui va faire la réaction inverse de l'électrolyseur, refaire de l'électricité et produire de l'eau. On fait rentrer de l'hydrogène, de l'oxygène ou de l'air, et ça ressort de l'électricité et de l'eau, et cette électricité alimentant des usages. Donc, cet hydrogène n'est pas une source d'énergie, mais bien un vecteur énergétique. Alors, je mettrai un bémol spécifique à la Nouvelle-Calédonie avec le fait qu'effectivement, il y a de l'hydrogène naturel qui donc peut être, dans ce cas-là, une source d'énergie, effectivement. Et si j'ai bien compris, c'est pas un gisement fossile que l'on va épuiser, mais plutôt un gisement naturel que l'on irait capter. Donc, ça pourrait être aussi considéré probablement comme de l'énergie renouvelable. Donc, cet hydrogène, quand elle est produite à partir de gaz ou de produits pétroliers, bien évidemment, elle n'est pas renouvelable, elle est fossile. Et quand elle est produite à partir d'énergie renouvelable ou captée, elle est considérée comme renouvelable. Donc, elle est stockable avec un bémol, c'est que le rendement par rapport à la batterie, le rendement de stockage est 3 fois moins bon. Et donc, c'est une manière, l'hydrogène, de stocker de l'électricité, mais avec des coûts et des rendements différents de la batterie qui font qu'il y a une complémentarité ou un optimum à trouver entre les deux. C'est une question qui a été posée tout à l'heure. On va approfondir ça, je pense, dans la discussion. Alors, la stratégie de la France. La France a décidé de lancer, alors ça a été impulsé sous Nicolas Hulot, ça a continué après avec les autres ministres de l'écologie, et l'enjeu de la France, il est principalement de décarboner l'industrie pour produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, cette énergie électrique pouvant être de l'électricité verte ou alors peu carbonée, et notamment de l'électricité nucléaire en Europe, enfin en métropole. L'enjeu, c'est de développer aussi des usages énergétiques et de créer une filière française de l'hydrogène, principalement d'électrolyseurs, mais aussi de piles à combustible, de composants et de services. Donc il y a des objectifs ambitieux qui permettront de créer des écosystèmes territoriaux autour de ces différents usages. L'enjeu, c'est effectivement d'essayer de profiter du développement d'un électrolyseur autour d'une industrie pour développer d'autres usages, notamment de la mobilité. Ça, c'est la stratégie, je dirais, métropole. Alors, dans les ZNI, donc j'ai bien défini que les ZNI, c'était bien l'outre-mer, la Corse, les îles du Ponant, etc. Donc les îles du Ponant, c'est des îles bretonnes, non raccordées au réseau. Nos caractéristiques communes, c'est qu'on n'a pas de réseau de gaz naturel, qu'on n'a pas d'usage industriel de l'hydrogène, alors sauf Centre Spatial Guyanais, qui a un usage de l'hydrogène qui n'est pas vraiment industriel, parce que c'est quand même pour pousser une fusée et qui est classée en mobilité, enfin en transport de marchandises, ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est classé en transport de marchandises. Je n'ai pas cru comprendre qu'en Nouvelle-Calédonie, dans les process de production du nickel, il y avait besoin d'hydrogène. Donc, je suppose qu'on reste dans cette logique-là. Aujourd'hui, je me permets de vous couper, la SLN pourrait tout à fait utiliser l'hydrogène dans son process des fours, et ça pourrait les intéresser dans des proportions assez intéressantes en remplacement du... je sais plus de quel moyen. Je vais le retrouver pendant que vous avancez la présentation. Mais la SLN pourrait être un consommateur d'hydrogène. C'est en remplacement du charbon pulvérisé. D'accord. Oui, il y a un enjeu, si j'ai bien compris. Alors, je suis pas du tout chimiste, je suis énergéticien. Il y a un enjeu, si j'ai bien compris, aussi dans les aciéries, d'aller désoxyder, d'aller réduire en fait le minerai. Il y a effectivement le charbon qui peut être utilisé, mais aussi l'hydrogène. Ouais. Donc c'est peut-être la même chose sur le nickel.
D'accord. Donc apparemment, vous le confirmez. En réducteur. Oui, c'est ça. Donc, alors, il y a une particularité dans les DOM et en Corse qui n'existe pas chez vous, mais vous avez vous avez apparemment un équivalent, c'est que nous, on a une loi de transition énergétique qui nous impose l'autonomie énergétique des territoires, y compris pour la mobilité, et qu'on n'a pas beaucoup de solutions de biocarburants. Donc, on est assez coincé. Et donc, il y a l'enjeu de convertir cette mobilité à l'électrique. Si bien sûr c'est une électricité produite avec des énergies renouvelables, si elle est produite à partir de charbon, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc on se retrouve avec ce double usage qui a été évoqué tout à l'heure, de la batterie ou de l'hydrogène. Et en fait la bascule va se faire souvent sur le besoin en puissance ou en autonomie, qui font que la batterie, dès qu'elle peut techniquement être utilisée, est souvent plus compétitive, et dès qu'on n'arrive plus à passer en batterie, l'hydrogène se justifie. Si je prends ce qu'on m'a dit par exemple sur un bus typiquement en dessous de 200 km par jour, la batterie reste compétitive. Au-dessus 200, 220, elle est plus vraiment compétitive, ne serait-ce que aussi parce qu'il faudrait embarquer tellement de batteries qu'on ne pourrait plus embarquer de passagers. Enfin, il y a un moment, le poids du véhicule ferait que on ne pourrait plus embarquer de passagers. Un problème qu'on a vu aussi sur des bateaux il y a longtemps en Guyane. Donc, on a aussi des sites isolés qui sont déconnectés du réseau électrique. On a un besoin de croissance de services sur le réseau. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure pour l'intégration des énergies intermittentes. Et donc, on peut avoir un usage de stockage stationnaire de l'hydrogène, ou comme qui a été évoqué tout à l'heure, on part d'électricité, on fait du stockage, on refait de l'électricité pour des usages. Ces usages pouvant être sur le réseau, ou pouvant être des usages de mobilité qui se déplacent, puisque l'hydrogène est transportable. Donc l'ADEME et EDF SEI, Système électrique insulaire, donc qui gère les EDENI là cette fois-ci dans le sens légal du terme, dans le sens habituel du terme, ont commandé une étude sur le développement de l'hydrogène dans les EDENI. Donc ce sera intéressant de confronter cette étude avec celle que vous avez menée en Nouvelle-Calédonie. Donc alors, les applications de l'hydrogène dans les EDENI, donc j'ai mis des guillemets aux EDENI pour l'élargir le concept. Alors c'est des applications qu'on va retrouver aussi en métropole, donc il y a des usages de mobilité, pourrait-on dire lourde, ou de mobilité longue sur lesquels on n'est pas capable d'aller recharger le véhicule, même une camionnette qui a besoin de faire beaucoup de kilomètres par jour, on ne sait plus le couvrir à l'électrique. Donc des bus, des bannes ménagères, des navettes maritimes, ça a été effectivement évoqué ce sujet maritime, des camions. Ce qui se passe sur ces solutions hydrogène, c'est qu'on est bien sur des motorisations électriques avec un stockage batterie plus hydrogène. Même quand on a une solution hydrogène, on est quelque part sur un véhicule hybride sur lequel on garde quand même de la batterie qui va faire les à-coups de puissance, les récupérations d'énergie quand on décélère, etc. Et l'intérêt de la pile à hydrogène, c'est qu'on a une taille, un volume et un poids de la solution d'alimentation de ces moteurs électriques qui est beaucoup plus petit que la batterie, et qui a aussi répond aussi à une autre contrainte, c'est que le rechargement se fait en quelques minutes, contrairement à un bon paquet d'heures avec une solution de batterie. On a des usages stationnaires. Alors quelque chose qui est poussé aussi par l'ADEME, c'est l'alimentation de bateaux à quai. Quand on a des bateaux qui, quand ils sont à quai, tournent sur leur moteur de propulsion avec des carburants très polluants, ça peut être une solution pour éviter qu'ils fassent appel à ces moteurs de propulsion. Ça peut être des groupes de secours sur des industries sensibles. Donc le centre spatial souhaite s'équiper de groupes de secours à hydrogène, parce que de toute façon, il a d'hydrogène qui le manipule. Il n'aurait pas monté un projet spécifiquement là-dessus. C'est un exemple. On a l'électrification de sites isolés. Donc ça, il y a des projets qui sortent à La Réunion, beaucoup, dans le cirque de Mafate et en Guyane, probablement aussi en Polynésie. Et puis, il y a le soutien au réseau électrique qui a été évoqué tout à l'heure sur du stockage longue durée, sur lesquels, en fait, il semblerait que l'hydrogène puisse, de manière intéressante, se positionner sur des stockages de plus de 4 heures, sur des stockages jusqu'à 4 heures, la batterie serait compétitive. Et puis, il y a un autre service système auquel on ne pense pas sur le réseau électrique, c'est que l'électrolyseur lui-même est pilotable.
Et donc, il peut apporter des services au système par effacement. Et dans les EDNI, on n'a pas beaucoup de charges effaçables. Et donc, il y a un enjeu d'aller piloter les bornes de véhicules électriques, par exemple, pour les rendre effaçables au moment des pointes, voire même peut-être pour les rendre effaçables comme étant de la réserve tournante. Et l'électrolyseur peut être piloté de la même manière. Donc, la particularité chez nous aussi, c'est que, à part en Nouvelle-Calédonie, on peut espérer capter de l'hydrogène. Il doit être produit spécifiquement pour des usages mobilité stationnaire, puisqu'on n'a pas d'usage industriel, à part peut-être aussi encore chez vous, et qu'il y a aussi une absence de marché de l'électricité. Ça, c'est vrai dans les DOM et en Corse, mais c'est aussi, si j'ai bien compris, vrai en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de marché de l'électricité qui permettrait d'avoir des garanties d'origine sur une production solaire ou hydroélectrique ou je ne sais pas quoi qui serait quelque part pour venir ailleurs sur le réseau alimenter un électrolyseur. Donc, il y a toujours la question de se dire comment j'alimente mes électrolyseurs et comment je garantis que ces électrolyseurs vont pas prendre une électricité carbonée, mais bien participer à augmenter une production d'électricité et de services énergétiques décarbonés. Alors, pour résumer un peu ce qui vient d'être dit, on part d'une production d'électricité renouvelable. J'ai mis du solaire parce que c'est souvent la solution la plus évidente et la plus facile à déployer, mais ça peut être d'autres énergies renouvelables, avec lesquelles on va faire une électrolyse de l'eau. Cet hydrogène gazeux peut, toujours via des piles à combustible à chaque fois, servir à de l'électromobilité ou produire de l'électricité de manière autonome. Alors dans ce cas-là, on a souvent tout est dans le même site, c'est-à-dire qu'on a la production d'électricité renouvelable, l'électrolyse, le stockage et la production d'électricité autonome est rassemblée sur un site isolé. On peut proposer du stockage d'électricité sur réseau, sachant que ces services rendus au réseau électrique peuvent être gérés côté production d'électricité avec la pile à combustible, mais comme peuvent être aussi gérés côté pilotage de l'électrolyseur. D'accord. On a un double service qui peut être rendu au réseau. L'ADEME, alors, en fait, je m'aperçois que je ne passe pas le bon PowerPoint depuis le début. Non, en fait, normalement, vous auriez dû me donner des... non, si, on a quelques-uns, ouais. Mais j'avais repris le PowerPoint et je pense qu'on n'est pas sur le bon. C'est pas très grave. J'avais fait quelques corrections qui sont pas là-dedans. Donc l'étude ADEME et EDF sur les EDNI montrait que pour la mobilité, pour les véhicules légers, il y avait des surcoûts très élevés, que quand même les mobilités bus, camions, bennes à ordures ménagères et navires nécessitaient un accompagnement financier public assez important, et que par contre on avait des services au réseau, tout ce qui était service au réseau dans le pilotage de l'électrolyseur en fait était rentable. Mais pour peu qu'il y ait déjà l'électrolyseur, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'électrolyseur soit payé par une autre activité qui, elle, nécessite un accompagnement financier, pour que, en rajoutant un petit peu d'électronique de pilotage, on rende ces services supplémentaires de manière, elle, compétitive. Et puis, il y a tout ce qui est micro-réseau, c'est d'alimenter des sites isolés. On n'alimente pas une maison, mais plutôt un village, une île, etc. Donc, à voir selon la taille ou l'existence de sites isolés chez vous. Là, on a aussi un usage qui est rentable parce qu'on évite des groupes électrogènes qui sont en complément, qui font entretenir, dont il faut faire les vidanges, etc. Et finalement, on arrive à atteindre 100% d'autonomie pour un prix très comparable à une solution avec groupe électrogène. Alors, des exemples de projets en Outre-mer. Donc, il y a une première expérimentation de site isolé qui a été faite dans le cirque de Mafat à La Réunion. Qui va développer de nouveaux projets. On alimente des villages isolés, dans ce que je vous ai dit, Réunion, Guyane, Polynésie aussi. Il n'y a pas encore de projet, mais il pourrait y en avoir. Des mobilités terrestres et maritimes, donc Réunion, Guadeloupe, Guyane, Polynésie, Nouvelle-Calédonie apparemment aussi. Donc il y avait cet hydrogène spatial pour la Guyane et donc peut-être de l'hydrogène industriel chez vous et du stockage d'électricité longue durée, des services au réseau avec des projets pour le moment en Guyane et en Martinique. Donc en Guyane on a un projet assez gros avec une grosse centrale proposée par Hydrogène de France
de 55 mégawatts crête de photovoltaïque, qui est capable de produire 10 mégawatts en ruban dans la journée et 3 mégawatts en ruban la nuit grâce à sa pile à combustible et au stockage d'hydrogène. Avec une petite alerte sur ce process, c'est qu'en plus ça va, en plus on s'aperçoit que cette idée de produire en ruban, sauf s'il y a une industrie derrière qui a vraiment besoin d'une production en ruban, n'est pas forcément ce qu'il faut pour un réseau électrique dans une logique de mix énergétique, et que par contre, ces stockages apportés, enfin cette production solaire éventuellement lissée ou dont la puissance de raccordement est amoindrie par le fait qu'il y a un stockage batterie qui va aussi pouvoir rendre des services au système d'un côté, et ce stockage hydrogène qui rend d'autres services au système, c'est une approche qui est néanmoins intéressante. Donc c'est plus la vision de produire en ruban qui nous paraît pas forcément, qui est peut-être la plus simple sur le papier, mais qui est pas forcément la plus optimisée. Surtout sachant que de par l'aléa climatique qu'on a en Guyane, il y a à peu près la moitié du temps la nuit où finalement l'hydrogène n'arrive pas à produire parce qu'on n'a pas pu, il y a eu trop de mauvaises journées de suite où on n'a pas pu recharger le stockage d'hydrogène. L'ensoleillement est peut-être, enfin, on a quand même une saison des pluies assez marquée en Guyane, donc peut-être que c'est moins mauvais chez vous. En Martinique, il y a le producteur de pétrole en fait qui a de l'hydrogène fatal dans sa raffinerie de pétrole et qui du coup propose des services au réseau via une pile à combustible. Alors, les perspectives en Nouvelle-Calédonie. Du coup, est-ce que c'est vous qui prenez la main côté Nouvelle-Calédonie pour les présenter? Oui, si tu veux, Pierre. On avait préparé du coup cette diapo dans le cadre de notre échange préparatoire à cette petite conférence. Bon, je fais court parce que en effet, les acteurs autour de la table connaissent bien le sujet, et d'ailleurs, je laisserai compléter. Comme on se disait, Pierre, bon, on a un contexte en fait. On a en Nouvelle-Calédonie un schéma de transition énergétique qui avait été adopté en 2016 par le Congrès et qui actuellement fait l'objet d'une révision. Il y a des consultations publiques en cours jusqu'au 21 septembre, avec justement des enjeux d'une part, alors réduire de 30% la consommation énergétique dans le secteur résidentiel et tertiaire par rapport à 2019, et puis en même temps de verdir le mix énergétique du secteur minier et métallurgique, hein, d'avoir 30% d'énergie renouvelable. Donc, on en parlait un petit peu, c'est vrai que ça peut être une opportunité de développement pour eux, l'hydrogène. Et puis aussi sur le volet mobilité, en effet un objectif de décarboner du coup la mobilité des particuliers et des professionnels, avec un objectif affiché d'avoir, on va dire dans le cadre de renouvellement des véhicules, un véhicule sur deux qui soit électrique donc d'ici 2030. Donc c'est quand même assez ambitieux. Donc par rapport aux opportunités de développement de l'hydrogène, alors c'est vrai que c'est déjà, on va dire, opérationnel, on va dire sur le territoire, dans le sens où il y a déjà eu des acteurs, enfin un acteur, je pense à AEC, qui avait inauguré sa station d'hydrogène il y a un peu plus de 6 mois, avec du coup la production, un électrolyseur qui produit à peu près 2 kilos par jour, je crois, d'hydrogène. Et puis dans les projets à développer, ce qui était évoqué tout à l'heure par Jean-Christophe de la CE, on a en effet, il y a tout le sujet du transport maritime du part, avec des projets identifiés pour par exemple transporter des passagers entre le Mont d'Or, donc qui est dans l'agglo en fait, et Nouméa, sachant que ça répond aussi en partie à des problèmes de saturation du trafic routier. L'alimentation à quai des navires que tu as aussi évoqué. Bon, là, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire et le confinement, nouveau confinement, du coup, bon, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de paquebot de croisière, mais c'est vrai que de façon, on va dire, classique, quand on avait des touristes, des paquebots, on avait quand même un trafic assez important. Et puis bien sûr le transport de marchandises, on a beaucoup de transports qui transitent justement entre le nord et le sud, et le transport aussi de passagers. Donc c'était, on va dire, une ambition qui concerne à la fois, enfin, l'ensemble du territoire, à la fois la zone de Nouméa, mais également la province nord, et puis aussi les îles loyautés, avec justement tout un enjeu de
l'électromobilité, notamment sur l'IFU. Donc, comme le disait Jean-Christophe de l'ACE et Bastien de la DIMINC, il y a une feuille de route, en tout cas une ambition politique calédonienne affichée de développer l'hydrogène sur le territoire. Donc, Bastien, as-tu évoqué la plaquette qui a été dévoilée récemment, avec, si je me trompe pas, en ayant parcouru le document, un processus, une ambition affichée d'avoir un processus de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes sur le sujet. Donc c'est quelque chose qui viendra, donc avec des tables rondes, voire aussi une conférence territoriale, voire internationale sur le sujet. Donc c'est vraiment, on va dire, d'un point de vue politique, le coup semble parti. Je laisse du coup les collègues de la CE et de la DIMINC compléter. Jean-Christophe, Bastien? Oui, je commence et puis je laisserai Bastien compléter. Juste sur la plaquette de la stratégie Nouvelle-Calédonie, un petit bémol, Caroline, elle est toujours pas dévoilée à ma connaissance, sauf si Bastien dit le contraire tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les politiques, nous, on avait préparé un document, on a travaillé sur un document. L'idée, c'était de la dévoiler, dévoiler ces stratégies lors des présentations au mois de juin de la révision des réflexions autour du bilan du STENC 2016-2030 et de la révision des prévisions de révision du schéma. Ça n'a pas pu être fait. Néanmoins, aujourd'hui, il est clair que les politiques sont sensibilisées sur ce sujet. La plaquette, on va dire, de stratégie devrait voir le jour, je l'espère, avant la fin de cette année. Pour compléter par rapport à ce que tu as dit, Caroline, effectivement sur l'hydrogène, mais après peut-être qu'on va rentrer dans les discussions techniques. Il y a un point qui n'a pas été évoqué dans la présentation, c'est l'utilisation de l'hydrogène aujourd'hui par rapport aux techniques qui sont aujourd'hui, on va dire, hors R&D, de l'hydrogène en moteur dual ou de l'hydrogène dans un moteur thermique. On a les premiers moteurs qui sont sortis chez DUTZ de 100% à l'hydrogène pour la partie maritime, pour la partie terrestre, avec c'est les moteurs 6 cylindres de 200 kW. Voilà, c'est des sujets aussi qu'on regarde particulièrement avec nos entrepreneurs calédoniens, parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a des renouvellements de flotte maritime notamment, qui donc on s'engage en remorqueur, on s'engage pour 40 ans hein, dans le renouvellement de flotte. Il y a aussi des refits qui sont possibles dans le maritime sur les remorqueurs. C'est une des expériences qu'on va lancer. Et il y a des technologies de piles à combustible qui aujourd'hui n'existent pas sur le marché pour répondre à ces renouvellements. Par contre, il y a des moteurs dual qui peuvent répondre à ces renouvellements. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis justement de l'expert de l'ADEME sur ce sujet. Merci. Alors, je sais pas si je vais répondre sur ce sujet. L'ADEME a peu travaillé et ça fait pas partie des stratégies que pousse l'ADEME de travailler là-dessus. Alors, c'est peut-être une erreur. Je sais que certains acteurs travaillent dessus et effectivement, surtout, c'est que la taille de base d'une pile à combustible, les plus grosses, ce sont des piles de bus. Et donc, sur des puissances supérieures, effectivement, on ne trouve pas forcément le produit où il faut en mettre plein en parallèle. Et donc, ça peut être une solution. Comment dire, sur lequel le rendement de conversion est un peu moins bon qu'une pile à combustible, mais par contre le surcoût est beaucoup plus acceptable et finalement conduire à un coût global plus intéressant et surtout un saut technologique à faire pour les acteurs qui exploitent ces engins largement plus acceptable. Donc c'est une solution qui me paraît intéressante, mais sur laquelle je n'ai pas de connaissances particulières. J'ai eu un échange avec l'université de Belfort qui accompagne la Polynésie, les chercheurs de Nouvelle-Polynésie, de Polynésie, je m'embrouille, qui travaillent sur l'hydrogène.
Dans l'échange que j'ai eu avec eux, ils y avaient associé General Electric qui produit les turbines à combustion qu'on va retrouver dans les DOM. Je ne sais pas si vous avez des turbines à combustion chez vous et si elles viennent de General Electric, mais General Electric souhaitait aussi tester des conversions de ces turbines à combustion à l'hydrogène. Et donc ça peut être aussi bien par rapport aux questions que vous aviez tout à l'heure de stockage à certains moments pour relarguer à d'autres moments. Ça peut être aussi une option d'utiliser ces machines-là qui sont du coup assez simples à convertir parce que certaines fonctionnent au gazole mais d'autres au gaz et peut-être sont même bicarburants et donc pourraient fonctionner en bicarburant. Parce que ça résout un autre problème aussi qu'on n'a pas bien résolu en Outre-mer, c'est le problème de la panne du producteur. C'est-à-dire que quand on a un arrêt de production, pour X ou Y raison, eh bien comment on fait? C'est ce qui s'est passé pour la flotte de bus de Pau, là, une des premières à fonctionner. Leur électrolyseur est tombé en panne. Pendant quelques mois, ils se sont approvisionnés à Lyon. Alors pourquoi Lyon? Parce qu'apparemment leur fournisseur, il avait un autre électrolyseur à Lyon et c'était des concurrents qui étaient à côté. Mais voilà, on a une solution en transportant par camion des bouteilles pour aller secourir parce qu'il y a d'autres productions ailleurs. Et puis il y a toujours cet hydrogène non vert qui peut aussi venir substituer ponctuellement en cas de panne. Là, on est coincé. Et c'est et donc quelque part d'avoir des moteurs bicarburants, si c'est possible, ça peut bien arranger les choses, quoi. Par rapport au risque qu'on ajoute, en plus du risque technologique, on ajoute un risque de rupture d'approvisionnement. Pour rebondir un petit peu sur les moteurs bicarburants ou turbines, une turbine à gaz naturel ou un moteur à gaz naturel, c'est par sa conception absorber jusqu'à 50% d'hydrogène. Donc c'est pas quelque chose qui peut tourner à 100% à l'hydrogène, qui tourne de base en général au gaz naturel, mais elle peut absorber, si un territoire a de l'hydrogène, jusqu'à 50% d'hydrogène. Aussi bien les turbines à gaz, GE, Siemens pour pas les nommer, que les moteurs 4 temps fabriqués par des MAN ou des Wärtsilä par exemple. D'accord. Là, General Electric regardez un 100%, mais avec de la modification bien sûr, mais une modification relativement légère de leur turbine pour passer à 100%. Ils se posaient la question de tester ça. Ouais. Mais ils se posaient la question de le tester. Ils n'ont pas encore le produit sur l'étagère. Hein. Ça pose quelques soucis d'ATEX. Ok, Voilà. Pierre, peut-être on te laisse poursuivre peut-être? Oui, tout à fait, ouais. Alors, les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME. Donc l'ADEME a actuellement, on a vu tout à l'heure que le gouvernement sur la période 2020-2023 a mis affiche 3 et quelques milliards d'euros. L'ADEME en gère un peu plus de 600 millions d'euros là-dessus en tant qu'opérateur de l'État. On gère 2 appels à projets principalement, enfin nos budgets sont principalement dans 2 appels à projets. Un appel à projet sur les briques technologiques et des démonstrateurs hydrogène. Donc là, on est sur vraiment le côté innovation, démonstration, R&D, etc. Et où on va aider des composants, voire ou des pilotes. Donc pour mettre au point ces composants, on peut aussi se positionner sur des très grands électrolyseurs par rapport à l'autre appel à projet. C'est un appel à projet qui est au fil de l'eau jusqu'à fin 2022, avec des aides sous forme de subventions et d'avances remboursables. Donc c'est un programme des investissements d'avenir sur lequel l'ADEME est opérateur pour l'État, avec d'autres opérateurs sur ce programme d'investissement d'avenir sur d'autres thèmes que l'hydrogène. Et donc c'est aussi des conventions un peu particulières qui sont à chaque fois validées avec l'État, etc. On a un appel à projet écosystème territoire hydrogène, donc là où l'ADEME a dans ses fonds, dans son budget propre, un fonds hydrogène de 200 millions d'euros qui a été abondé par 75 millions d'euros du plan de relance.
Donc là, on est vraiment sur le soutien au déploiement. On est sur ce qu'on appelle l'aide à la réalisation à l'ADEME, donc de l'aide pour investir sur des projets et aider à investir sur des projets qui n'ont pas encore atteint la rentabilité économique. On se positionne sur des productions d'hydrogène par électrolyse, des distributions, des usages industriels, de mobilité et des usages stationnaires. Alors cet appel à projet, la dernière vague, la première version de l'appel à projet s'arrête là le 14, je m'embrouille, le 14 septembre, et il va être reconduit jusqu'en 2023, donc avec une deuxième édition de cet appel à projet pour l'année 2022-2023. Qui est en cours de discussion, de le couper en deux nous permet de l'améliorer et de le faire évoluer avec les progrès des solutions. Là, on est en subvention pure et c'est des fonds ADEME, donc on a des processus qui passent par notre commission nationale des aides, des commissions régionales des aides, etc. Enfin, tout un tas de processus de conseil des sages qui valident des aides. Bien sûr, à un moment ou l'autre, il y a quand même une validation par le ministère des budgets, ministère de l'écologie, des budgets qu'on peut apporter. Alors, je vais détailler plus précisément l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène, qui est celui sur lequel je suis, moi, en fait, sont les chargés de mission hydrogène dans les régions. Donc l'enjeu, alors ce qu'on appelle des écosystèmes territoriaux, qui sont des écosystèmes qui vont associer une production ou des productions d'hydrogène et des usages, avec bien sûr des distributions entre les deux, pour des usages d'hydrogène qui soient soit décarbonés, soit renouvelables, en visant une mutualisation des usages. L'idée, c'est bien de faire un changement d'échelle pour pousser une structuration industrielle, c'est-à-dire en fait des électrolyseurs d'assez grosse capacité, pour obtenir une baisse des coûts, et quelque part à la marge souvent d'un usage industriel, on va essayer de développer un usage de mobilité. Alors, il y a des projets purement mobilité aussi. Et notamment, c'est un peu ce qui arrive en ZNI, où il n'y a pas d'usage industriel. Enfin, quand il n'y a pas d'usage industriel. Donc, l'éligibilité actuelle sur le fonds actuel, j'ai pas encore les arbitrages complets qui ont été faits sur le futur appel à projet, et notamment les aménagements que j'ai pu demander pour les DOM, enfin pas les DOM, pour l'outre-mer en général et la Corse. Donc là, c'est pour des puissances électrolyseurs entre 1 MW et 20 MW. Alors, en ZNI, on peut totaliser les 20 MW sur plusieurs sites si on veut mettre plusieurs électrolyseurs plutôt proches des consommateurs. Il faut que 50% des usages soient justifiés, ça veut dire qu'il faut il y a un engagement ferme des usagers sur 50% des usages. Donc ça plombe des projets. On a des projets qu'on a commencé à instruire, etc., et sur lesquels les usages n'étaient pas totalement signés, et du coup la signature tardant, on est obligé de mettre les projets en stand-by. En spécificité ZNI, on peut en plus apporter des services au réseau électrique avec des puissances de pile à combustible inférieures à 1 MW, en complément éventuellement d'autres usages, voire même de l'alimentation électrique d'un site isolé sur lesquels on n'a plus de puissance minimum de l'électrolyseur ou de la pile à combustible. Minimum, enfin, ou maximum, mais bon, c'est étonnerait qu'on dépasse 1 MW de pile à combustible en site isolé. Donc il faut faire attention à certains points, c'est toute cette interopérabilité technique et commerciale des stations de distribution d'hydrogène. L'enjeu, c'est, alors plutôt en métropole, mais aussi chez nous, c'est-à-dire si on développe plusieurs projets, c'est qu'ils puissent se sécuriser les uns les autres. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut bien justifier le besoin en hydrogène. Il faut bien donc identifier et confirmer l'engagement des consommateurs d'hydrogène, ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut comparer, notamment sur les usages mobilité, mais aussi quand on fait du site isolé, le recours à un véhicule électrique hydrogène plutôt que batterie s'il y a concurrence. Et il faut justifier la localisation des infrastructures dans une logique de maillage du territoire. Alors, très honnêtement, en Outre-mer, on n'en est pas encore là. Déjà, l'enjeu, c'est de démarrer. Mais effectivement, il y a quand même un enjeu de localiser les infrastructures par rapport aux besoins, quoi. Si on produit de l'hydrogène avec une station de recharge qui est à 2 heures de route du dépôt de bus, ou même à 1 heure de route parce qu'il y a plein d'embouteillages, même si c'est à 10 km, c'est juste pas acceptable, quoi. Enfin, ça fonctionnera pas, quoi.
Les investissements qui sont éligibles, c'est toutes les infrastructures de production et distribution d'hydrogène. En ZNI, les centrales de production d'électricité renouvelable. Donc, il y a souvent la contrainte en ZNI d'adosser la production d'hydrogène à une production renouvelable. Et donc là, ces centrales sont du coup éligibles, ce qui renchérit fortement les coûts et les subventions pour les ZNI, pour les aides qu'on va apporter sur les projets ZNI. Le ministère, il grince un peu des dents, mais pour le moment, ça passe, sachant que c'est un peu le seul moyen de venir compenser un prix de revient de l'électricité qui est pas suffisant pour rendre rentable qui est trop élevé pour rendre rentable la production d'hydrogène. Et on va aussi aider des usages mobilité avec l'acquisition de véhicules en flotte professionnelle, des véhicules utilitaires, des véhicules terrestres, des lourds, des bus, etc., des ordures ménagères, autocars, des bateaux côtiers et fluviaux. Alors, il y a un système forfaitaire pour tout ce qui est terrestre en métropole et pas en outre-mer pour s'adapter aussi aux réalités des marchés. Et sur ce qui est bateau, là par contre, on s'adapte au cas par cas. Donc les usages stationnaires, ça a été évoqué tout à l'heure, alimentation de zones portuaires, ça peut être des alimentations électriques ponctuelles pour du BTP, enfin des groupes qui sont déplaçables et qui viennent alimenter ponctuellement un site, ou bien ce que j'ai évoqué, des micro-réseaux, donc des sites isolés. Les critères de sélection, eh bien ça va être la dimension environnementale, la justification des usages, la qualité du consortium, comment ça structure la filière, et puis comment l'aide publique elle est utilisée. Pour les ZNI, il y a un bonus d'hommes et TOM de 15% dans l'encadrement communautaire des aides. Donc logiquement, ces taux d'aide vont de 40 à 60% et avec un bonus de 10% si il y a une production ENR, ce qui est quasiment obligatoire en Outre-mer, puisque autrement le mix du réseau est trop carboné. Donc, on ne peut pas forcément prendre le mix du réseau. Et les usages mobilité stationnaire, eh bien, le taux d'aide va varier de 50 à 70% des surcoûts, du coup, puisqu'on a toujours s'il y a le bonus ENR aussi, mais on sépare les deux, puisqu'on peut avoir à faire un contrat pour un producteur, pour le producteur d'hydrogène d'un côté, puis après pour l'acheteur des bus, pour le gestionnaire d'un réseau de bus, par exemple, de l'autre côté, sur un même projet. Et voilà, donc le dépôt est à faire, à venir est à faire avant le 14 septembre, et puis les autres vagues à venir sont le mars 2022 est évoqué, mais j'ai pas encore de confirmation sur la date. Alors, les études alors l'ADEME apporte aussi un soutien aux études de diagnostic et de faisabilité. Donc l'enjeu c'est aussi d'aider des porteurs de projets à sortir des projets. Souvent, les porteurs de projets ou ceux qui ont une volonté de produire de l'hydrogène n'ont pas forcément une bonne connaissance aussi des enjeux de mobilité, etc. Ne connaissent pas les acteurs. Donc, il y a d'abord un premier travail à faire, non pas d'être purement dans une logique de production, puis après de voir comment on case cet hydrogène, mais d'inverser un peu la réflexion pour répondre à une demande. Donc, il y a une réflexion sur les besoins d'hydrogène sur le territoire. Il faut identifier des usages et comprendre si les besoins sont en phase avec les projets de déploiement. On a évoqué tout à l'heure les renouvellements de flotte. Et donc, effectivement, il y a des phasages par rapport au renouvellement de flotte sur lesquels il faut savoir se positionner. Les dimensions, du coup, dimensionner le système par rapport à ses besoins. Et puis après, préparer le dossier, le dépôt de dossier. Ces études sont aidables par l'ADEME, toujours dans notre système d'aide classique. Donc on a bloqué une enveloppe de 1 million d'euros au niveau national pour ça, qui après est répartie dans les régions au fur et à mesure de leurs demandes, de manière assez automatique. Et donc il faut que l'étude soit réalisée par contre par un bureau d'études indépendant d'intérêts commerciaux pour l'hydrogène et aussi indépendant du maître d'ouvrage qui commande l'étude. C'est-à-dire que ça ne va pas être une filiale du commanditaire de l'étude. Et l'aide est une subvention qui est entre 50 et 70% en fonction de la taille de l'entreprise, avec un maximum de 100 000 euros de dépenses éligibles, avec un guichet qui est ouvert. Donc là, et un dernier diapo sur les points de vigilance. Il faut bien, parce que j'ai évoqué tout à l'heure, il faut bien partir des solutions. Et
et donc, il faut bien partir de l'usage plutôt vers la solution et pas le contraire. Je m'embrouille. Il faut bien viser la sobriété des usages, donc de l'adaptation des flottes. Donc ça, c'est peut-être aussi un point qui peut faire tiquer la dame. Il faut que du coup que je pose la question à mes collègues sur des moteurs, si on reste sur du moteur thermique. Mais après, ça peut se comprendre dans les contraintes que l'on a en Outre-mer. Il faut sécuriser les usages pour savoir qui va porter le surcoût d'achat. Et puis, s'il y a une participation de collectivité à ce consortium, ça aide on constate que ça aide à concrétiser des projets hydrogène plus rapidement. Ça, c'est le retour d'expérience des premiers. On avait fait un appel à projet l'année dernière sur de l'hydrogène pour la mobilité. C'était le retour d'expérience que l'on avait eu. Voilà, je vous remercie. Vous avez les contacts du coup aussi, le mien, qui comme tous les contacts ADEME, c'est prénom.nom@adem.fr, et puis celui des collègues de la Nouvelle-Calédonie, avec une petite particularité sur le poste énergie où c'est directement énergie.calédonie@adem.fr. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation à la fois très claire, synthétique, avec des niveaux de détail, parfois voilà, une vue d'ensemble, donc c'était très bien. Il nous reste une bonne 50 minutes pour du coup échanger ensemble. Est-ce que déjà vous avez il y a des questions qui remontent qu'on pourrait poser à Pierre sur les questions peut-être à la fois technique, on peut peut-être scinder en fait les questions techniques et puis ensuite la partie rentabilité économique. Et puis moi de mon côté, peut-être à la fin, on pourra